Bonsoir mes frères, mes sœurs, mes aînés. Aujourd'hui, dans ces couloirs de marbre des Nations Unies, l'histoire suspend son souffle. L'Assemblée générale vit sa 80e année, les mêmes cérémonies, les mêmes protocoles. Pourtant, en ce jour, un jeune homme issu d'un pays enclavé se tient au bord de l'humiliation. Je suis Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. On attend de moi que je lise une confession qui n'a pas été écrite de ma propre main. Un texte de 12 pages, rédigé à Paris, à Washington et à Tel Aviv. Ce document a pour but de me briser, de me plier devant le regard du monde. Mais je ne suis pas venu ici pour baisser la tête. Je suis venu en portant non seulement mon propre nom, mais aussi la mémoire d'un continent qui a traversé des siècles de feu. Je connais le poids de cet instant plus lourd que n'importe quel métal ou qu'aucune couronne. Des centaines de dirigeants fixent leur regard sur moi. Leurs yeux sont aussi tranchants que des verdicts. Au-delà de ces murs, des millions de personnes observent, retenant leur souffle, attendant de voir si je vais me relever ou m'effondrer. Devant moi, sur ce pupitre, repose un simple dossier mince en apparence, mais rempli de décennies de trahison, de compromis et de honte. Ces pages portent l'encre des accords signés sous la contrainte des promesses échangées contre le silence. L'air dans cette salle est lourd, plus pesant que n'importe quelle ovation. Pas un murmure, pas une toux, seulement l'écho de mon propre cœur battant dans mes oreilles. Sur chaque visage, je lis la même question muette, gravée comme une cicatrice. Est-ce la chute d'un jeune président ou la naissance d'un symbole? Un dirigeant brisé par la pression ou un homme resté si immobile que la terre elle-même a commencé à tourner autour de lui? Et je me demande si nos ancêtres, ceux qui ont traversé le feu pieds nus, ceux qui ont refusé les chaînes, même lorsque cela signifiait la mort, pouvaient voir cet instant, comment le nommerait-il et verrait-il une reddition, une page de plus dans le livre de notre humiliation, ou bien reconnaîtrait-il dans cet instant le frémissement de quelque chose de nouveau, le premier souffle de liberté, brut, fragile, mais indéniable? Ce moment n'est pas seulement le mien. Il appartient aux mineurs et aux paysans aux mères, et aux étudiants, aux soldats qui ont choisi la faim plutôt que la trahison, aux enfants qui continuent de rêver sous des toits brisés. Il appartient à chaque nom murmuré dans la lutte, à chaque tombe laissée sans marque sous la lumière glaciale de ses projecteurs. Je les porte tous avec moi. Et quoi qu'il arrive lorsque j'ouvre la bouche, que mes paroles enflamment, ou qu'elles se taisent, l'histoire ne jugera pas ma posture, mais mon choix. Bill. Je connais le poids de cet instant. Il est plus lourd que n'importe quelle couronne posée sur ma tête, plus lourd que n'importe quelle chaîne attachée à mes poignets. Des centaines de dirigeants me fixent depuis leur siège, chacun d'eux enveloppé de pouvoir de calcul et d'attente. Leur regard n'observe pas simplement, ils pèsent, ils mesurent, ils cherchent les signes de faiblesse ou de détermination. Au-delà de ces murs, des millions de personnes regardent à travers le monde. Dans les cafés bondés et les salons faiblement éclairés dans les villages, où un seul écran vacillant rassemble une foule. Ils se penchent en avant, non pas seulement pour écouter un discours, mais pour être témoins d'un tournant. Devant moi, sur ce pupitre, repose un seul dossier. À l'œil nu, il paraît mince, presque ordinaire, mais je sais que son contenu ne l'est pas. Ces pages sont une chronique de marché et de trahison de signatures arrachées sous la contrainte de concessions déguisées en progrès. C'est un registre où notre dignité a été vendue, ligne après ligne, en échange d'illusions de sécurité et de prospérité. C'est le poids de décisions prises bien avant que je me tienne ici. Pourtant, c'est à moi qu'il revient d'y répondre aujourd'hui. Le silence dans cette salle est une chose vivante. Il pèse contre ma peau plus dense que n'importe quelle ovation, plus assourdissant que n'importe quel cri. C'est le silence de peuples retenant leur souffle de siècles suspendu entre un battement de cœur et le suivant. Sur chaque visage, je lis la même question gravée dans leurs traits. Est-ce la chute d'un jeune président ou la naissance d'un symbole? Deviendrai-je un nom de plus dans la longue liste de ceux qui ont promis avant de céder, ou bien ce sera l'instant où commence quelque chose de plus grand qu'un seul homme? Et dans ce silence, je pense à ceux qui sont venus avant moi, nos ancêtres qui ont traversé le feu pieds nus, ceux qui ont prononcé le mot liberté alors que le prix était la mort, ceux qui ont chanté dans les chaînes pour que leurs enfants puissent un jour se lever. S'ils pouvaient en voir cet instant, cette salle, ces lumières, ce fragile dossier entre mes mains, comment le nommerait-il? L'appellerait-il une reddition, une humiliation soigneusement mise en scène, ou bien y verraient-ils autre chose, le premier souffle de liberté tremblant mais défiant? Car ce moment ne m'appartient pas seulement, il appartient aux paysans dont les champs ont été dépouillés, aux mineurs qui disparaissent dans les galeries d'ombre, aux mères qui enterrent leurs fils avec des mains calleuses et un regard intact. Il appartient aux étudiants qui osent en questionner, aux soldats qui ont choisi la faim plutôt que la trahison, aux enfants qui rêvent sous des toits fissurés par la pluie mais jamais par la résignation. Je suis ici à cause d'eux, et je les porte comme un cœur en moi. Je sens le pouls de l'histoire battre dans ma poitrine. Je sens son regard dans mon dos me pressant, m'avertissant.
Et je comprends que quels que soient les mots que je prononcerai ensuite, qu'ils apportent le feu ou le calme, qu'ils soient accueillis par des acclamations ou par des condamnations, ils ne seront pas jugés seulement comme un discours. Ils seront jugés comme un choix de se courber ou de se tenir droit, de perpétuer ou de rompre. Ce n'est pas simplement une allocution, c'est un passage. Et de l'autre côté de ce passage, quelque chose naîtra. Soit une page de compromis de plus, soit le début d'une histoire différente. Une histoire écrite non pas avec l'encre des traités, mais avec le souffle d'un peuple libre. Cette prétendue confession accuse le Burkina Faso de déstabiliser notre région, de miner la paix internationale, d'entraver la coopération. Elle exige reconnaissance, excuse, soumission. La logique est claire. Si le jeune président se courbe, notre révolte contre les diktats étrangers s'effondrera. Le Burkina Faso retournera dans le rang dompté et silencieux. Pour certains dans cette salle, voilà le dénouement attendu de cette soirée. Pour eux, mon âge fait de moi une cible commode. À peine sorti de la trentaine, je suis l'un des plus jeunes chefs d'État à monter sur cette tribune. Beaucoup doutent de ma résistance, certains murmurent que je suis imprudent. D'autres prédisent que je ne tiendrai pas un an au pouvoir. Et pourtant me voici non pas simplement en survie, mais debout, au cœur même de la diplomatie mondiale. Ce silence n'est pas un silence ordinaire. C'est le silence de l'attente semblable à la pause avant qu'un verdict ne soit prononcé. Les délégations occidentales se penchent en avant dans l'attente d'une soumission. Les délégations africaines redressent le dos, espérant un acte de défi mais craignant une trahison. Les caméras tournent, projetant des images en direct dans les foyers et les bureaux du monde entier. Chaque geste, chaque mouvement de mes yeux est scruté. J'avance vers le pupitre d'un pas assuré. Mon uniforme est simple, dépouillé de décoration, une tenue de soldat plutôt qu'un habit d'homme d'État. Je ne porte aucune note personnelle, seulement le dossier qu'ils ont placé devant moi. J'ajuste le micro. L'espace d'un battement de cœur, toute la salle se fige. Vais-je lever ces feuilles et lire les mots qu'on m'impose? Vais-je signer ma propre soumission devant le regard du monde? Ou bien vais-je rejeter ce texte d'humiliation pour écrire le mien? Chaque président avant moi a connu le poids du compromis, la nécessité de la diplomatie. Mais ce n'est pas le compromis qui m'a conduit ici. Je viens d'un pays souvent jugé petit enclavé insignifiant. Pourtant, le Burkina Faso a versé son sang dans les combats contre les insurgés. Il a enterré des dirigeants qui avaient osé parler de dignité. Ma présence à ce pupitre s'inscrit dans une lignée qui remonte jusqu'à Sankara, jusqu'à Lumumba, jusqu'à toutes les voix africaines réduites au silence avant leur heure. Je baisse les yeux vers le dossier qu'ils ont placé devant moi. Pendant une longue seconde, il pourrait sembler que je vais l'ouvrir, déplier la confession et laisser l'humiliation se dérouler. Mais à la place d'un geste délibéré, je le referme plaquant les pages contre le bois. L'acte est discret, mais dans ce silence, la salle bascule. L'accusé vient de rejeter le scénario du procureur. Ma voix s'élève calme d'abord, puis plus tranchante à chaque phrase. Parlons, dis-je, du premier grand crime. Mes paroles ne s'adressent pas seulement au micro, elles s'inscrivent dans la mémoire des siècles. Je parle de la traite transatlantique des esclaves. 12 millions d'Africains arrachés à leur foyer, enchaînés dans le fer, forcés à traverser les océans. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est la fondation des empires occidentaux. La richesse du coton, du sucre, du café ne s'est pas bâtie sur le travail mais sur le sang. Les délégués s'agitent dans leur siège. Ce n'est pas le langage de la diplomatie, c'est une accusation. Le deuxième crime est celui de l'esclavage financier. Je parle du franc CFA, une monnaie toujours enchaînée à Paris. Pendant des décennies, les nations africaines ont été contraintes de déposer la moitié de nos réserves de change au Trésor français. Plus de 500 milliards de dollars retenus loin de nos mains. Certains membres de la délégation française évitent de mon regard. Pour une fois, l'accusation est étayée par des chiffres trop précis pour être balayés. Je me tourne vers le Rwanda. Le troisième crime, c'est le génocide. 800 000 vies perdues en 100 jours de feu et de machettes. Je ne tremble pas en nommant la France comme protectrice de ceux qui ont commis cet acte. L'air devient plus lourd. Les traducteurs hésitent. Le poids de chaque syllabe s'abat sur la salle. Le quatrième crime est la dette qui nous étrangle. La dette extérieure de l'Afrique dépasse 685 milliards de dollars. Près de 90 milliards de remboursements sont dus rien que pour cette année. Nous n'empruntons pas pour vivre, mais pour survivre, tandis que nos enfants meurent, non de maladie mais du prix des médicaments. L'arithmétique glaciale de l'exploitation se dévoile au grand jour. Puis vient l'agriculture, le cinquième crime, la destruction de nos champs. Les cultivateurs de cacao ghanéens ruinés par une libéralisation forcée, tandis que Nestlé et Cargill empochent des milliards. Quand nos paysans tombent, leurs multinationales prospèrent. Le sixième crime est l'assassinat de nos dirigeants. Patrice Lumumba au Congo en 1961, Thomas Sankara au Burkina Faso en 1987. Quand nos leaders parlèrent de dignité, ils étaient enterrés, mais leur voix continua de s'élever à travers nous.
Je ne m'interromps pas. Le septième crime, c'est la guerre froide. Des dictateurs comme Mobutu étaient armés pendant que des millions mouraient de faim. Nous recevions des armes à la place du pain. Puis vient le pétrole. Le huitième crime, le pillage du Nigeria. J'y nomme ExxonMobil et Total. Des rivières empoisonnées, des sols rendus toxiques, 30 millions de personnes condamnées à une espérance de vie à peine 50 ans. Le neuvième crime, ce sont les bases étrangères. 29 sites militaires américains, 10 bases françaises encore plantées dans le sol africain. Ils appellent à cela la stabilité, mais chaque base est une chaîne de plus sur notre souveraineté. Enfin, ma voix se fait tranchante comme une lame. Le dixième crime, c'est la manipulation des droits humains. Le Zimbabwe, condamné, le Soudan, sanctionné, mais le Tchad et le Gabon épargnés parce qu'ils servent des intérêts étrangers. Pour eux, les droits humains ne sont pas des principes, ce sont des armes. Lorsque ma 10e accusation tombe dans la salle, l'atmosphère s'est métamorphosée. Cette assemblée n'est plus une scène de discours poli. C'est un tribunal et l'Occident est à la barre des accusés. Pourtant, je n'ai pas terminé. Mon regard balaie les délégations. Je cite des noms. Emmanuel Macron. Vous n'héritez pas seulement d'une présidence, mais d'un empire de colonisateurs. La délégation française se raidit. Donald Trump. Vous transformez le commerce et le pétrole en monnaie d'échange achetée avec du sang. Vous proclamez la grandeur, mais elle se paie de souffrances qui ne sont pas les vôtres. Les diplomates américains restent figés impassibles. Puis je frappe au cœur de la finance elle-même. Au directeur du Fonds monétaire international, vous portez le masque du développement, mais vous êtes les geôliers d'une prison financière. Le silence qui suit est plus lourd que le tonnerre. Et pourtant ma voix résonne encore. Nous ne demandons pas de pitié. Nous exigeons la justice. Lorsque le dernier mot quitte mes lèvres, la salle n'éclate ni en applaudissements, ni en tumulte. À la place, un silence plus profond que n'importe quel vacarme s'abat sur l'assemblée. Le silence du malaise, de la culpabilité des vérités qu'on ne peut nier. Les délégués occidentaux évitent de croiser les regards. Certains griffonnent frénétiquement comme si leurs notes pouvaient les protéger des accusations. D'autres gardent les mains jointes, figées. Dans le bloc africain, les épaules se redressent, les regards s'affûtent. Pour eux, ce silence est déjà une victoire. Je sais d'avance ce que feront les Nations Unies. En quelques heures, des responsables annonceront que mon discours ne sera pas intégré au compte-rendu officiel invoquant de prétendues irrégularités procédurales. Mais la censure à l'ère numérique n'est qu'une illusion. Avant la tombée de la nuit, le texte intégral aura fuité en ligne. Les écrans s'allumeront à Nairobi et à Lagos. À Johannesburg, des étudiants projetteront mes mots sur les murs de l'université. Nous ne demandons pas de pitié, nous exigeons la justice. Et les réseaux sociaux s'embraseront comme une savane sèche rencontrant la flamme. Les hashtags portant mon nom déferleront à travers l'Afrique. Ils ne s'écriront pas seulement en français ou en anglais, mais aussi en swahili, en yoruba, en wolof, en zoulou. Les commentateurs diront qu'il s'agit du discours africain le plus défiant depuis l'époque des indépendances. Déjà, j'imagine la diaspora reprendre cet élan. À Paris, des jeunes Africains défileront devant la Tour Eiffel brandissant des pancartes « Traoré parle pour nous ». À Londres, des voix s'élèveront sur Trafalgar Square clamant « Plus de chaînes ». À New York et à Washington, des leaders afro-américains feront résonner ce moment avec leur propre histoire, comparant ma défiance à l'oratoire des prédicateurs des droits civiques. Dans les églises d'Atlanta et de Détroit, des passages de mon adresse seront lus à voix haute presque comme des versets. Mais la réponse ne sera pas seulement celle de la célébration. Dans les cercles de décision de Washington à Bruxelles, des murmures d'inquiétude se répandront. Les analystes mettront en garde contre un précédent dangereux si une petite nation enclavée ose briser le scénario imposé d'autres pourrait te suivre. Cette allocution pourrait-elle déclencher un chœur de voix refusant le langage de la dépendance? Déjà les médias occidentaux s'affaireront à façonner le récit. Certains médias balayeront mes paroles d'un revers de main, les réduisant à une mise en scène à l'emportement d'un dirigeant inexpérimenté. D'autres reconnaîtront avec prudence leur portée historique, même s'ils hésiteront à soutenir mes accusations. Les plateaux télé s'enflammeront, jusque tard dans la nuit, était-ce de l'imprudence ou bien la conversation morale de notre époque? Pourtant, au milieu de ces débats, un fait demeurera inébranlable, ce discours ne pourra pas être enterré. Le silence du palais se changera en tumulte dans les rues, en rumeurs sur les réseaux, en écho, jusque dans les lieux de culte. Ce qui avait commencé comme une confession soigneusement orchestrée deviendra un incendie de défiance. Et pourtant, derrière les chants et les hashtags, une question plus profonde persistera. Le monde a entendu mon acte d'accusation, mais que naîtra-t-il de tout cela? Au lever du jour, je ne serai plus seulement le président du Burkina Faso. Je serai devenu autre chose, une figure qui dépasse les frontières et les titres. Ce qui devait être une mise en humiliation se sera mué en une transformation si soudaine que même mes adversaires peineront à la comprendre. Et je connais les risques. Les puissances occidentales n'acceptent que rarement l'humiliation sans réagir.
Des murmures se répandront sur des sanctions, des pressions financières, voire des complots visant à me renverser par la force. Les fantômes de Lumumba et de Sankara entreront chaque discussion. Un rappel que le courage seul ne garantit pas la survie. Même en Afrique, l'épreuve n'est pas simple. La fierté peut unir, mais elle peut aussi diviser. Certains dirigeants accueilleront cette vague de dignité. D'autres craindront que ma flamme n'allume des incendies qu'ils ne pourront contrôler. Et pourtant, je vous le dis, après ce jour, le monde ne pourra plus faire semblant qu'Afrique restera silencieuse. Que ce soit dans le triomphe ou dans la tragédie, je m'en serai assuré. L'histoire annonce rarement ses tournants. Il se présente sous les traits de moments ordinaires révélés plus tard comme incendie. Ce qui devait être une confession est devenu un acte d'accusation. Ce qui devait être une humiliation est devenu défi. Et je conclus par ces mots, nous n'avons pas demandé la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour la revendiquer. Dans ces mots vivent les leçons de dignité, de mémoire, de courage et d'identité. Dignité. La véritable force ne vient pas de la reconnaissance mais du refus de se courber. Mémoire. Que le passé ne s'efface pas, qu'il respire à travers les générations. Courage. Qu'une seule voix honnête peut porter plus loin qu'un millier de déclarations vides. Identité. Que la liberté commence dès l'instant où nous cessons d'imiter et où nous embrassons ce que nous sommes. Certains qualifieront ce discours de simple rumeur, d'autres jureront que c'est la vérité. Les Nations Unies pourraient en choisir de ne pas le publier. Et pourtant, qu'il s'agisse de faits ou de fables, cela se propagera comme l'histoire elle-même. Car l'histoire n'est pas seulement ce qui est consigné dans des documents, elle est aussi ce qui brûle dans la mémoire, ce qui circule dans les murmures, ce qui défile dans les rues. La question n'est donc pas de savoir si j'ai prononcé ces mots. La question est de savoir ce que vous en ferez. Les laisserez-vous passer comme un titre oublié par les nouvelles de demain, ou en ferez-vous un serment, un rappel que la justice ne peut attendre la permission? À vous l'auditeur, je lance un défi. Dans votre propre vie, attendez-vous la permission? Ou êtes-vous prêt à vous lever et à revendiquer ce qui est juste? Si mon histoire vous touche, faites avancer un seul mot, justice, liberté, ou simplement or noir. Faites savoir au monde quelle flamme vous choisirez de porter. Car la liberté n'est jamais donnée. Elle est saisie par ceux qui osaient la réclamer.